Je voudrais dire qu'aujourd'hui, nos prières sont tournées vers la famille d'un journaliste courageux et dévoué, Steven Sotloff. Dans la nuit, le gouvernement a appris que Steven a été tué dans un acte de violence terrible. Comme tous les gens partout dans le monde, les Américains sont horrifiés par leur barbarie. Nous ne nous laisserons pas intimider. Leurs horribles actions ne feront que nous unir en tant que pays et ne feront que renforcer notre détermination à mener le combat contre ces terroristes. Ceux qui font l'erreur de s'en prendre aux Américains vont apprendre que nous n'oublierons pas. Même si nous sommes loin du but, J'annonce la bonne nouvelle aux musulmans du monde entier et du sous-continent indien en particulier, que par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, une nouvelle branche d'Al-Qaïda a été créée. Il s'agit de Qaïd al-Jihad sous le sous-continent indien. Elle cherche à lever le drapeau du djihad, le retour du pouvoir islamique et l'imposition de sa charia dans l'ensemble du sous-continent indien qui fit un jour partie du pays des musulmans, mais que l'ennemi infidèle a occupé, fragmenté et divisé. C'est une entité qui a été formée pour diffuser l'appel renouvelé de l'imam Cheikh Oussama bin Laden, que Dieu lui accorde la miséricorde, un appel à l'Oumma à s'unir autour du mot de Tawhid, de mener le djihad contre ses ennemis, de libérer sa terre, de restaurer sa souveraineté et de faire vivre son califat. Des centaines de manifestants anti-gouvernementaux ont fait irruption ce lundi dans les enceintes de la télévision d'État pakistanaise et interrompu la diffusion de la chaîne avant d'être refoulés par l'armée. Dernier épisode d'une crise politique qui s'aggrave au Pakistan. Munis de gourdins, ils ont aussi détruit des installations de la chaîne et décroché les affiches du Premier ministre Nawaz Sharif. Une demi-heure plus tard, l'armée, respectée par les manifestants contrairement à la police, et des paramilitaires évacuaient sans heurts les locaux de la télévision d'État qui a pu reprendre sa programmation. La capitale Islamabad vit depuis la mi-août au rythme des manifestations des militants de l'opposant Imran Khan, ancienne vedette de cricket au look de playboy, rebelle reconverti en homme politique nationaliste, et Tahir ul Qadri, un chef religieux établi au Canada qui exige la démission du Premier ministre Nawaz Sharif. Les deux opposants accusent le Premier ministre pakistanais d'avoir bénéficié de fraude massive lors des élections législatives de mars 2013, ayant porté au pouvoir sa Ligue musulmane à la tête d'un gouvernement majoritaire dans un scrutin jugé crédible malgré les irrégularités par les observateurs internationaux. Les manifestations étaient restées pacifiques ce samedi lorsque les deux opposants ont appelé leurs partisans à se rendre devant la résidence du Premier ministre Nawaz Sharif sur l'avenue de la Constitution, près de l'enclave diplomatique où sont établies les principales ambassades. Devant l'afflux de milliers de manifestants, la police pakistanaise avait eu recours pour la première fois depuis le début de la crise au gaz lacrymogène et à des balles en caoutchouc. Les chefs de l'armée qui se sont réunis ce dimanche dans la ville garnison de Rawalpindi, près de Islamabad, ont souligné dans un communiqué que tout en réaffirmant leur soutien à la démocratie, ils avaient pendant leur rencontre analysé avec grande inquiétude la crise politique actuelle et le tour violent qu'elle a pris. Selon des sources hospitalières, le bilan des heurts du week-end s'élève en effet à 3 morts, 481 blessés, dont au moins 92 policiers, 118 femmes et 10 enfants. Il a été une fois de plus répété que la situation devait être réglée politiquement, sans perdre de temps et sans recourir à la violence, ont poursuivi les responsables militaires dans un communiqué. L'armée continuera à jouer son rôle qui consiste à assurer la sécurité de l'État et ne manquera jamais de répondre aux aspirations nationales, ont-ils souligné. Les soldats irakiens, les forces kurdes et miliciens chiites, appuyés par les frappes américaines, ont intensifié ce lundi leurs opérations contre les djihadistes de l'État islamique en Irak, où les violences ont tué au moins 1420 personnes en août selon l'ONU. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU débat d'une résolution soutenue par l'Irak et les 5 membres du Conseil de sécurité demandant d'urgence une enquête sur les atrocités commises par les djihadistes de l'EI dans ce pays. L'EI n'est pas un phénomène irakien, mais une présence transnationale qui présente un danger imminent pour tous les pays du monde, a déclaré le ministre irakien des droits de l'homme, Mohammad Shia al-Soudani, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil.
Réputés pour leur exaction, exécution, viol et accusés de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité par l'ONU, ces extrémistes sunnites sont aussi engagés dans la guerre en Syrie voisine et ont proclamé fin juin un califat sur les régions conquises à cheval entre l'Irak et la Syrie. Au nord de Bagdad, les combattants kurdes et les miliciens chiites, forts de leur succès dans la ville turcomane d'Amerli, où ils ont brisé avec l'armée un siège djihadiste de plus de 2 mois, ont réussi à reprendre la localité de Suleiman Bek, à une quinzaine de kilomètres plus au nord. À quelques kilomètres de là, les forces kurdes et chiites ont encerclé le village de Yankaja qu'ils tentent de prendre aux djihadistes en le soumettant à un pilonnage intense. Avec ces 2 succès, les forces irakiennes aidées des miliciens et des Peshmerga cherchent à reprendre du terrain après leur déroute au début de l'offensive lancée le 9 juin par les djihadistes qui ont réussi à s'emparer en quelques jours de larges pans de territoire au nord, à l'est et à l'ouest de Bagdad. Pendant ce temps en Europe, la chancelière allemande Angela Merkel a justifié ce lundi l'envoi d'armes aux Kurdes du nord de l'Irak par les menaces que font peser les djihadistes de l'État islamique sur l'Europe et l'Allemagne au cours d'une session extraordinaire du Bundestag. Il y a parfois des situations où l'on a besoin des moyens militaires pour pouvoir revenir à une solution politique. Une déstabilisation si importante sur toute une région a également des conséquences sur l'Europe et l'Allemagne. Nous avons maintenant l'opportunité de sauver la vie des gens et d'empêcher de nouveaux massacres de masse. Nous avons maintenant l'opportunité d'empêcher la création d'un nouvel ordre terroriste qui répandrait la haine et la violence dans le monde. Nous devons saisir cette opportunité. Selon le ministère allemand de la Défense, 3 livraisons comprenant notamment 30 systèmes de missiles anti-chars, 16 000 fusils d'assaut et 8 000 pistolets doivent être faites aux combattants kurdes. Par ailleurs, l'Allemagne envisage de former pendant 1 semaine un petit groupe de combattants Peshmerga à l'utilisation de ces missiles anti-chars sur son propre territoire, en Bavière. Précisons que le débat au Bundestag sur l'envoi d'armes en Irak doit être suivi d'un vote purement symbolique. Dédié initialement au retrait de l'OTAN d'Afghanistan et au passage de relais entre le Danois Anders Rasmussen et le Suédois Jens Stoltenberg, le sommet de Newport sera marqué par les foyers de tensions vives de part et d'autre sur la planète. Ukraine, Irak, Syrie, Libye, le chaos à l'est de l'Ukraine va singulièrement focaliser l'attention. L'Alliance Atlantique, c'est un équilibre permanent entre les investissements nationaux et quelques capacités collectives de l'Alliance. À mon sens, on parle de quelques centaines de millions d'euros, peut-être un peu plus, un peu moins, tout dépend de la manière dont on souhaite équiper ses forces, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on inclut dedans aussi. Le monde va très vite. On l'a vu dans la crise ukrainienne, on le voit dans le sud et en particulier en Irak aujourd'hui. En fait, toutes ces crises germent et éclatent à un moment qu'il est très difficile de prévoir. C'est pour cela qu'il nous faut mettre en place un plan pour la réaction, pour la réactivité des forces de l'OTAN. Un plan pour la réactivité des forces de l'OTAN. La Russie n'a pas attendu que l'épée de Damoclès qui plane sur sa tête l'atteigne avant de montrer sa bonne foi à coopérer pour un dégel de la situation. Quelques heures avant l'ouverture des assises de Newport, le président russe Vladimir Poutine a présenté un plan en 7 points de règlement de la crise en Ukraine, disant espérer au plus tard vendredi un accord final entre Kiev et les rebelles pro-russes. Les assises de l'Alliance Atlantique sont prévues pour durer 2 jours. Thank you very much. Des frondeurs aux responsables communistes en passant par les écologistes, Manuel Valls a été sous le feu des critiques samedi, au 2e jour de l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle. La première charge est venue dès le début de la matinée, des contestataires qui, furieux de la ligne économique sociale libérale affichée par le nouveau gouvernement Valls, ont profité du rendez-vous annuel de la famille socialiste pour s'exprimer. 2012 avait en quelque sorte établi un contrat avec les Français. Mais ce contrat a été rogné jour après jour. L'engagement de combattre la finance, l'engagement de renégocier le traité européen, l'engagement de revenir sur la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, il n'est plus seulement rogné bout par bout ce contrat. Il vient d'être cette semaine, excusez-moi de le dire,
avec brutalité, mais la semaine a été brutale. Ce contrat, il vient d'être déchiré devant les Français et nous ne pouvons pas l'accepter. Mais la politique suivie est un échec retentissant. Le chômage ne cesse de progresser. François Hollande a fait la première année de son quinquennat en disant « Mon objectif central, c'est l'inversion de la courbe du chômage ». Et tout le monde sait que la poursuite de cette politique va conduire à l'augmentation encore du chômage. Pour Manuel Valls, toutes ces critiques sont normales à un moment où la France se pose des questions. Avant son discours attendu pour ce dimanche qui clôturera l'université d'été du Parti socialiste, Manuel Valls s'est offert samedi en fin de journée un bain de foule dans les rues de La Rochelle auprès des militants socialistes. Le débat au sein de la gauche, il est naturel. Et il faut débattre d'abord. Quand les Français doutent, c'est normal que chacun se pose des questions. Mais en même temps, c'est ma responsabilité, celle du membre du gouvernement, c'est surtout d'apporter des solutions, d'agir, d'aller de l'avant. Le Premier ministre mettra un terme à cette université d'été avec pour objectif de rassembler sa majorité écartelée avec des frondeurs de plus en plus visibles. Alors que la tâche ne s'annonce pas aisée, Manuel Valls affiche tout de même une certaine sérénité. Rédigé dans le plus grand secret, ce livre de 320 pages est à la fois un cri d'amour et une lente descente aux enfers, une plongée dans l'intimité d'un couple. 2 personnages et rien d'autre, Valérie et François, écrit l'hebdomadaire. Valérie Trierweiler y donne, selon le magazine, sa version de l'histoire, depuis l'éblouissement jusqu'à la cruauté de la rupture. Elle appelle un chat un chat. C'est la première fois qu'une première dame raconte vraiment 9 ans d'une relation minée par la jalousie et le pouvoir, une histoire d'amour et de désespoir, ajoute le journal où l'ex-première dame se révèle une amoureuse passionnée, possessive, folle de cet homme qu'elle admire, qui la fait rire et la déstabilise délicieusement. Dès la fin du mois de janvier, après les révélations de Closer sur la liaison du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet, Valérie Trierweiler avait elle-même indiqué au Parisien Magazine lors d'un voyage en Inde être plus dans la déception que dans la colère et ajoutant « mais je n'exclus pas d'écrire un livre ». 3 autres courts extraits sont publiés par l'hebdomadaire, par ailleurs employeur de la journaliste, un relatant les premières réactions de François Hollande lorsque le futur chef de l'État a appris en 2011 l'arrestation à New York de son rival socialiste Dominique Strauss-Kahn, un autre sur la jalousie de Michelle Obama, et elle dit « Je me réjouis de ne pas être la seule jalouse », écrit Madame Trierweiler, alors que le président américain se photographie avec la première ministre danoise lors des obsèques de Nelson Mandela et un dernier relatant une irruption de Ségolène Royal lors d'un tête-à-tête au restaurant. Valérie Trierweiler n'est pas la première ex-première dame à écrire sur sa vie à l'Élysée. En 2013, le livre de l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, Cécilia Attias, Une envie de vérité, s'était vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Rappelons que pour les questions d'État, François Hollande peut dormir sur ses 2 oreilles. Valérie parle plutôt d'amour, de déchirure et de passion. Donc merci pour ce moment qui est déjà en vente sur les sites internet.